Bonjour et bienvenue dans le podcast Numétique. Je suis Laurent Delis et je suis accompagné de Greg pour discuter de tout ce qui touche au monde du numérique, des médias et des nouvelles technologies. Chaque mois, nous explorerons les dernières tendances, les défis et les opportunités dans ce domaine, en constante évolution. Dans ce premier épisode, nous allons parler de l'impact de ChatGPT sur l'enseignement, des craintes des enseignants à ce sujet. Nous parlerons aussi des chiffres incroyables qui tournent autour de la plateforme de streaming Twitch, mais aussi du droit à l'image pour les enfants. Alors que vous soyez un enseignant, un étudiant ou simplement curieux de savoir comment l'IA peut influencer l'enseignement ou intéressé par les tendances actuelles dans le monde du streaming en direct, ne manquez pas notre épisode mensuel de Numétique. Alors allons-y. Bonjour Greg. Bonjour, donc moi c'est Greg, je suis dans la vie de tous les jours consultant en IT aussi. Je travaille sur la plateforme de streaming de la Commission européenne pour l'instant, c'est le projet sur lequel je suis. Sinon je suis écrivain dans le domaine public, je suis quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui est technologie libre et de l'informatique libre et éthique et solidaire. Et sinon je stream le soir sur Twitch, c'est une totale dichotomie par rapport à l'informatique libre, éthique et solidaire, on va dire. Voilà. Alors, un premier sujet, ChatGPT. Déjà, pour revenir un petit peu sur ChatGPT et sur les IA en règle générale, c'est quand même ce qu'on trouve dans les sujets du moment, les IA. Que ce soit ChatGPT qui fait beaucoup parler d'elle au niveau des enseignants qui se sentent menacés par elle. On a aussi DALL-E et Midjourney qui ont fait parler d'elle et qui font très très peur aux artistes, qui se liguent littéralement en consortium pour militer contre. Est-ce que, toi, de ton côté, ChatGPT, c'est le genre de choses qui pourrait te faire peur ou t'être utile, en fait, ne serait-ce que en tant que streamer ou qu'écrivain? Alors, en tant qu'écrivain, franchement, ça me fait pas peur du tout parce que j'ai testé le ChatGPT, j'ai demandé de m'écrire une histoire sur le sens de la vie et je dois avouer que le résultat était plutôt déplorable. Voilà, c'est des textes sans émotion, sans âme. Et vraiment bateau. Et donc non, franchement pour ça, je pense que en tant que moi auteur, j'ai aucun souci à me faire. L'IA n'est pas encore apte à remplacer un écrivain. Par contre, pour écrire un script, pour faire une vidéo sur YouTube ou Twitch, oui, là clairement, ça peut être utile parce que ça pourrait me faire gagner du temps, quoi. Donc, je l'ai vu, c'était sur le YouTuber TomTom a fait une vidéo clairement où tout était scripté par ChatGPT, quoi. Le résultat était nickel, quoi. Écoute, j'ai fait pas mal de tests aussi à ce niveau-là. À un moment, je m'étais dit que j'allais faire l'intro de ce premier podcast avec. Au final, c'est quelque chose qui a déjà été fait par, je pense, tout le monde. Ouais, tout le monde s'est amusé à tester ça, Donc, on est reparti de notre côté à l'ancienne amateuriste, qui fonctionne très bien. Ceci dit, comme je disais en intro, j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal d'enseignants, en fait, à qui ces différentes IA, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, ces différentes IA faisaient un peu peur, parce qu'ils ont peur que les élèves, en fait, ne fassent plus de recherches sur Internet, ou fassent littéralement fassent faire leurs travaux par l'IA. Personnellement, je pense que il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter, parce que déjà, c'est facile de repérer les textes faits par les IA. Pour l'instant, à partir du moment où on ne sait pas les mettre en contexte correctement, sans même aller chercher les IA développées pour révéler les textes faits par les IA. Mais toi, de ton côté, t'as entendu un peu parler de cette crainte qui vient des enseignants ? Un petit peu. C'est surtout pour de la part d'articles, des articles que j'ai lus sur Internet où, par exemple, l'IA est maintenant presque apte à passer l'examen de médecine d'Harvard. Voilà, l'examen il se fait en présentiel. Donc comment veux-tu utiliser une IA alors que tu es dans une salle d'examen en présentiel surveillée? Donc déjà, moi, je vois pas cette panique-là. Je vois pas l'intérêt de paniquer pour ça. Quand Wikipédia est sorti avec sa base de données, les enseignants paniquaient aussi parce qu'il y avait beaucoup de copier-coller de Wikipédia dans les travaux. Donc c'est une évolution normale. Je veux dire, voilà. Et quand quelque chose d'autre va sortir, il y aura une panique dans le même genre. Donc pour moi. Donc. Mais oui, à côté de ça, je pense que c'est plus une mesure de protectionnisme qu'autre chose. Surtout que travailler avec les IA, moi je trouve ça peut être vachement intéressant. Et surtout pour les mondes enseignants,
Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter à ce niveau-là. Les IA sont pas encore prêtes de remplacer les humains. Alors, si peut-être faire des chatbots beaucoup plus avancés que ce qu'on a pour l'instant avec des réponses préconstruites, ça, inévitablement. Ça va un petit peu casser la première ligne de tout ce qui est helpdesk. Ça, je crains que malheureusement, ce soit en tout cas, dans une certaine mesure, faire une première ligne, en fait. Oui, c'est un des avantages, c'est de faire un bon gros filtre. De toute façon, il y a déjà des outils qui le font déjà bien avant la sortie de ChatGPT. Donc. C'est ça. Enfin, je sais pas toi, ce que tu as fait dans ta carrière. Moi, j'ai quand même commencé par faire du helpdesk et le au secours, mon PC fait glouglou, c'est quelque chose qui me cassait les pieds. Donc, ouais, j'ai commencé pareil, donc voilà, j'ai commencé en tant qu'agent helpdesk et c'est vrai que les 3/4 des appels que t'as, c'est redémarrer votre machine, quoi, et c'est réglé, quoi. Oui, mais c'est ça. Donc, retire le tabac noir, mais il y aura une IA pour le dire. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter. De la même manière que je pense que au niveau des enseignants, même pour la construction de leurs cours, pour des matières qu'ils ne maîtrisent pas, et je suis bien placé pour savoir qu'il y a, comme pour tous les humains, beaucoup de matières qu'ils ne maîtrisent pas, mais qu'on leur demande de donner. Eh bien, avoir un début de construction de cours, ça peut être pas mal aussi, en fait. Donc là, je pense que les craintes sont infondées et que, oui, malheureusement pour eux, ils vont aussi devoir revoir leur manière de juger les jeunes et les étudiants en règle générale. C'est certain que si on s'arrête à la bête dissertation ou au bête devoir où ils doivent aller faire une recherche, à la place de copier-coller Wikipédia, ils copie-colleront ChatGPT ou le texte de l'IA. Oui, tout à fait. Ou de demander des sujets un peu plus complexes aussi. C'est ça, un peu plus complexe ou qui demande plus d'émotions, de recherche. Mais bien sûr, ne serait-ce que pour tous les niveaux artistiques déjà, si on copie bêtement ce qui se fait déjà on va avoir des problèmes de plagiat. Ça commence déjà à arriver. Donc voilà. Mais en plus de ce côté-là, ça va vite, ils vont vite se faire avoir. De la même manière, comme tu le disais, ceux qui copiaient-collaient Wikipédia. Ça me rappelle que moi, c'est l'encyclopédie Encarta. On a commencé comme ça, donc on a tous eu notre truc quand on était jeunes, Encarta à la maison, voilà. Puis Wikipédia est arrivé, Encarta fermé, et puis voilà. Enfin, il faut savoir que tout ce qui est technologie aussi, c'est en constante évolution, tout est éphémère de toute façon. Donc il faut s'attendre à du changement tout le temps, et ne plus avoir peur du changement ou des évolutions technologiques, parce que on est dedans et ça va continuer à s'accélérer. Et pour moi, c'est vraiment essentiel de pas avoir peur, plutôt que d'avoir peur et dire ok c'est bon, on dégage l'outil. Non, je l'approprie, j'apprends à l'utiliser et je regarde ce que je peux en faire, et même éventuellement pour les enseignants, ça peut être aussi pour moi une raison de montrer les évolutions technologiques à leurs élèves. Oui, et de toute façon, puisque ce sont les technologies que les jeunes vont être amenés à utiliser dans le futur, mais autant leur apprendre à les utiliser correctement et peut-être de manière éthique, plutôt que de dire « Oh non, ça c'est mal, faut interdire ça ». Je pense que là, il y a une grande discussion qui pourrait se faire avec eux. Alors oui, malheureusement, pour les enseignants, ça va leur demander à nouveau de se former à de nouvelles choses, mais au final, en tout cas à mon sens, c'est un peu le job de l'enseignant de se tenir à la pointe des choses. Moi, quand j'ai commencé mes études d'informatique, c'était assez drôle puisqu'on voyait encore du COBOL et du Fortran. Il faut savoir qu'en Belgique, le Fortran n'était plus utilisé depuis près de 10 ans déjà, et le COBOL, il restait une société en Belgique qui l'utilisait. Et c'était nos cours de programmation de base. Plutôt que de continuer sur des choses qui ne sont plus utiles depuis 15 ans, moi je trouverais intéressant justement de leur apprendre des outils qui vont pouvoir utiliser dans la vie réelle. D'ailleurs, c'est une longue discussion que j'avais eue avec un groupe d'enseignants. C'est un peu à la mode pour l'instant d'utiliser à peu près tous les outils d'éducation numérique qui existent, en particulier des outils comme Geniali qui font des jolis escape games et plein d'autres choses. Et ils étaient super fâchés quand moi je leur disais que dans mon association, si j'avais des stagiaires qui venaient et qui ne savaient pas utiliser de manière basique l'outil informatique, c'est-à-dire envoyer un mail, utiliser Word et Excel, mais qui savaient utiliser Geniali, je ne le prenais pas. Et la réponse que j'ai reçue des enseignants, c'est au monde de l'industrie à s'adapter à l'enseignement. C'est pas la réalité des choses, hein. C'est surtout l'inverse, en fait, qui doit se faire. Et je suis désolé, mais quand je reçois 20 demandes de stagiaires, même s'il y en a un qui est très très bon pour les animations, s'il ne sait pas utiliser l'outil informatique, je peux pas le prendre. Je ne peux pas, sur 1 mois et demi de stage que je vais l'avoir, passer 2 semaines à lui expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Ça, c'est pas mon job. Mon job, c'est de le former sur le terrain et j'ai besoin qu'il soit opérationnel. Alors,
Forcément, il va pas tout connaître, c'est normal. Il est là pour apprendre. Mais s'il n'a pas au moins des connaissances de base, puisque je suis éducateur média, que j'apprends aussi le numérique dans les écoles, les IA va faire partie des choses que je vais montrer aux jeunes que je vois. S'ils ne savent pas les utiliser, un minimum, s'ils ne savent même pas que ça existe, j'ai pas besoin d'eux. Et je pense qu'au niveau des différentes industries qui existent, c'est la même chose en fait. S'ils n'ont pas des connaissances basiques des outils qui sont utilisés dans les industries ou par leurs employeurs, et à nouveau, je ne parle pas de programmes spécifiques à une entreprise, juste des connaissances basiques, on peut pas y arriver. Et ces IA, malheureusement, elles commencent à faire partie des connaissances basiques qui vont être utilisées, et donc il faut pouvoir qu'on puisse apprendre aux jeunes à les utiliser correctement. Oui, tout à fait. Surtout que Microsoft annonce déjà l'intégration dans sa suite. Donc... Oui, mais dans Bing surtout, donc ce qui fait d'ailleurs très très peur à Google. Je sais pas si tu as vu, ils sont en train de lancer leur projet Bard de leur côté. Oui, qui s'est cassé la figure à la présentation. Exactement. Et donc, qui va repartir sur le même concept. Bon, après, Microsoft, avec Windows 95 et sa présentation, se casser la figure, on connaît dans le monde de l'informatique. Mais très clairement, ça va faire partie du monde et des générations futures. Ça fait déjà partie de notre monde maintenant. ChatGPT, on en entend parler depuis 2 mois, mais ça fait déjà un moment qu'elle est là, qu'elle existe. Ouais. Ça fait un moment que les IA sont là. Juste avant ça, il y avait eu tout scandale autour de Dali qui avait gagné un concours de dessin. Et donc, elles sont là, on peut faire des chouettes choses avec, on peut aller beaucoup plus loin dans certaines réflexions et dans le cas des IA comme ChatGPT, revenir sur des choses qu'on ne maîtrise pas, on peut continuer à apprendre avec. Et même si l'excuse du l'IA ne cite pas ses sources est vraie, c'est pas pour autant que ça va être le relais des fake news, puisque de toute façon, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui alimente ces IA. Derrière ça, c'est quand même tout un comité de programmeurs qui vérifie les informations. Et donc, pour moi, on arrive sur un faux débat. Alors je parle beaucoup pour un faux débat, je sais, hein. Mais on arrive sur un faux débat et surtout des mesures de protectionnisme que je trouve assez stupides en fait. Alors, les IA, est-ce qu'il faut en avoir peur aussi pour le boulot à venir? Mais non. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple des codeurs, c'est vrai que les premières personnes, à nouveau celles qui sont les plus recherchées et les moins bien payées, c'est-à-dire tous les débuggers, leur boulot est mal barré. Pourquoi ? Parce que ces IA vont pouvoir débugger pas mal de choses en un temps ridiculement faible, puisqu'on parle de quelques secondes pour un boulot qui prendrait plusieurs jours à un codeur. Est-ce que ça va faire disparaître le boulot de débugger ? Déjà non, puisque de toute façon les IA restent quand même encore limitées pour l'instant. Mais aussi parce que, au lieu d'être bêtement débugger, il va falloir pouvoir les utiliser. Et il va falloir on va avoir besoin de personnes aussi pour encoder ça. Donc, ouais. Donc, ça va modifier la société et la manière de travailler dans les jobs de l'informatique, dans pas mal de jobs en fait, hein, même au niveau scientifique, les IA sont de plus en plus utilisées. Mais c'est pas pour autant que les jobs vont disparaître, ils vont évoluer. Et au final, nous deux qui avons travaillé dans le monde de l'informatique, l'évolution, on connaît. Hein, chez nous, l'évolution, c'est à peu près tous les 6 mois. Donc, voilà, c'est de la formation permanente, constante et permanente. Exactement. D'ailleurs, je pense que dans ce genre de métier, le fait de se dire je vais faire toute ma carrière à faire la même chose, c'est un peu mort. C'est déjà mort pour pas mal de jobs, même dans les métiers de la construction, hein, quand on voit l'amélioration des matériaux, il y a toujours des évolutions. On peut pas se dire qu'on va faire tout le temps la même chose. Alors, si un boulanger va continuer à faire du pain, va continuer à le faire, ça c'est vrai. Mais on est quand même dans un monde qui est en continuelle évolution et en partie au niveau des technologies. Et je pense que là, comme tu disais tout à l'heure, il faut qu'on puisse s'y adapter. Et plutôt que de faire la défense, dire « Oh non, on va voler mon boulot ». Je me rends compte que la manière dont je le dis, ça peut être pris de manière insultante de la part, ici où on parle essentiellement des enseignants. C'est pas le but. C'est ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que c'est vraiment une opportunité à saisir pour rendre probablement leur cours plus intéressant, mais aussi pour se dire que on peut enseigner des choses qui sont complètement dépassées. Donc voilà, après, je sais qu'ils sont les pauvres, hein, ils sont aussi limités par le programme qu'on leur donne, que ce soit en Belgique par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou en France par l'éducation nationale. On va leur dire, oui, mais vous devez parler de ça, et ce qu'on leur dit, c'était des choses qui étaient réelles il y a 5 ans, mais qui ne sont plus dans l'actualité. Il y a quand même une liberté qu'ils peuvent prendre aussi. Après ça, c'est à la volonté de chacun. Est-ce qu'on a envie d'approfondir une connaissance? Est-ce qu'on a envie de faire évoluer? Ou est-ce qu'on a envie d'être un petit perroquet qui va bêtement répéter ce qu'on leur donne dans leur programme? Non, c'est une bonne opportunité, je suis trouvé, pour documenter, rajouter de la documentation en plus dans les cours.
Donc voilà, t'as autre chose qui te viendra en tête pour les IA, pour un petit peu ce qu'on peut en faire Moi, je vois encore une dernière opportunité pour moi parce que je suis auteur dans le domaine public, donc, comme j'ai dit. Ça veut dire que je travaille tout seul, que je travaille pas avec un éditeur, que c'est moi qui fais mes propres bouquins. Ça va faire hurler, je pense, des gens ce que je vais dire, mais la couverture de mon prochain bouquin risque d'être générée par une IA parce que j'aurais pas le budget de me payer un infographiste, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre toutes les opportunités comme telles qu'elles sont ou selon leur budget. Donc moi je pense que oui, c'est une opportunité pour tout le monde et il faut pas en avoir peur. Non, mais c'est intéressant ce que tu me dis parce que je regardais justement par rapport au logo et la création de logo, parce que le logo numétique que j'ai fait là, en fait, c'est quelque chose de basique. Je suis pas graphiste, je suis même relativement nul une fois qu'on parle d'utiliser Photoshop. Donc c'est un truc qui a été fait sur Canva qui reste quelque chose de très basique. Mais c'est vrai qu'au moment où, quand j'ai sorti le logo numétique, si j'avais eu une IA pour pouvoir faire des tests, je pense que j'aurais pu très fortement m'amuser et retomber sur un logo qui aurait été autre chose que mon symbole actuel. Qui reste sympa en soi, hein. J'aime beaucoup mon logo, mais ça se voit que ça n'a pas été fait par un professionnel ni par une IA qui était derrière et qui peut faire des choses beaucoup mieux. Ouais, non, je suis dans le même cas que toi. Tout ce qui est graphisme, je suis pas à la ramasse. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Les templates que j'utilise pour mes streamings, c'est des templates achetés, donc. Voilà, nous refermons ici ce chapitre par rapport à ChatGPT et son impact sur l'enseignement, ainsi que les craintes des enseignants au sujet des IA. Mais il y a fort à parier qu'on revienne dessus dans le futur. Abordons maintenant notre second sujet sur les chiffres hallucinants de Twitch, à commencer par le fait qu'il y ait plus de 5 millions de chaînes Twitch existantes, dont 300 000 actives. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, toi qui es streamer aussi, à ce niveau-là, t'as vu des évolutions qui se sont faites au niveau de ton public, au niveau de ta manière de fonctionner dans le stream, justement? Alors, faut savoir que le streaming, j'ai commencé vraiment par hasard sur Twitch. Ça fait que 6 mois. En fait, moi, j'ai commencé à streamer simplement par hasard parce que je faisais des tests pour mon travail. Je savais pas quoi diffuser comme contenu, donc j'ai lancé un jeu vidéo. Et mon fils est arrivé, il a fait « Ouais, c'est génial !» Et c'est vrai qu'en quelques mois, j'ai pas une très très grande audience, j'ai 100 followers allez, je dirais sur mes streamings, j'ai une dizaine de personnes régulières qui viennent presque tous les soirs. Donc je stream comme normalement officiellement 3 soirs semaine, mais ça m'arrive de lancer beaucoup de streams sauvages. Oui, le public est très varié selon les jeux que je vais streamer. Donc j'ai une fanbase fidèle puisque je stream le vieux jeu Guild Wars et là c'est là où j'ai le plus de gens, où il y a une communauté fort active derrière. Sinon j'ai des personnes qui sont régulières, qui viennent juste pour Greg et pas le jeu qui stream. Et c'est vrai que je vois énormément de Allez, je vois, il y a des gens qui viennent, qui s'abonnent parce que je stream un jeu, qui repartent, et il y a beaucoup de va-et-vient. Je vois énormément de chaînes. C'est très difficile, par contre, de se faire une place parce qu'il y a énormément de contenu. Par exemple, là, pour l'instant, Hogwarts Legacy est sorti. Moi, je vois mes amis qui streament Hogwarts Legacy pleurer parce qu'ils ont que 3 followers sur leur chaîne, alors que tous les gros streamers, eux, s'en prennent des dizaines de milliers en quelques minutes, quoi. Oui, c'est peut-être ça, c'est la mise en avant des gros, c'est peut-être le seul truc qui me gêne dans Twitch, mais le fait d'avoir une petite communauté ne me déplaît pas parce que justement ça reste très familial dans ma gestion chez moi en tout cas. Mais bon, le but c'est de s'amuser, de passer un bon moment, que ce soit pour mes viewers ou pour moi, mais c'est vrai que je vois énormément de chaînes qui se lancent, ou même j'ai vu quelqu'un qui a lancé du streaming parce que il trouvait que ce que je faisais était bien, mais il y a un investissement à faire et parfois les gens qui se lancent dans certaines chaînes actives, on voit que ils font ça YOLO. Je lance OBS, donc le programme de capture vidéo, je mets juste ma caméra au-dessus, je mets mon casque micro, je mets un Discord sur mon téléphone et ça ressemble à rien du tout. Les gens se préparent pas, c'est ça un métier, être streamer. Il y a énormément de boulot, même pour un jeu que je sais que je vais streamer au soir, je me prépare.
Donc j'ai au moins minimum 10-15 minutes de préparation par stream, même si je sais que je vais faire un truc YOLO, quoi. Si l'opportunité se présentait, que tu avais la communauté qui suit, tu en ferais ton job? Je pense, oui. Oui. Je pense, oui, parce que c'est assez gratifiant. Enfin, moi, j'aime bien le contact avec les gens. Pourtant, je suis quelqu'un de très timide dans la vie réelle. Ça me permet de casser un peu ma timidité. Ça me permet d'avoir beaucoup de contacts. Et enfin voilà, on m'aurait dit de toute façon l'année dernière, tu m'aurais dit il y a un an, Greg, tu vas gagner de l'argent parce que tu vas en jouant à des jeux vidéo. J'aurais rigolé, mais d'une force, parce que j'en voyais même pas l'intérêt. Donc d'aller regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo, et au final, en fait, je me remarque que même pendant que je travaille, j'ai un streaming, je mets des streamings sur le côté en fond, j'écoute des streamers. Et non, franchement, c'est chouette. Bon, pour l'instant, j'ai l'avantage d'avoir que les bons côtés. J'ai pas encore des gens toxiques qui sont venus chez moi ou quoi que ce soit. Donc non, c'est hallucinant. Bon, c'est clair que je fais pas des revenus de fou sur Twitch. Je crois que si je gagne 10-15 euros par mois pour l'instant, c'est énorme. Sauf quand il y a une personne qui déboule et qui décide d'offrir 50 abonnements d'un coup, ce qui m'est arrivé. Mais ouais, si je pouvais en vivre, je pense que je le ferais. Mais ça me permettrait aussi de dégager plus de temps pour préparer mes streams, faire mes vidéos sur le côté sur YouTube, ou faire des compiles, revoir mes VOD, parce que pour l'instant, mes journées, c'est je me lève à 7h du matin, dans le meilleur des cas, parce que parfois c'est 5h30, et j'arrête mes journées, il est 11h du soir, parce que je suis papa, célibataire, donc une semaine sur deux j'ai mon fils, je dois le déposer à l'école, je dois travailler, je dois aller au bureau, c'est l'équilibre pour l'instant, il est un peu difficile à gérer et à trouver entre le streaming, le travail et la vie privée. Mais non, si je pouvais streamer et faire 4 heures de live par exemple 4 fois par semaine, ce serait la fête, quoi. Donc comme tu le disais tout à l'heure, au-delà des préparations, il y a aussi tout l'investissement matériel qui existe. Ne serait-ce que pour streamer des jeux vidéo, il te faut quand même la machine qui permet de jouer aux jeux vidéo correctement aussi. Ouais. C'est déjà un investissement assez conséquent. Il y a tout le matos audiovisuel qui va derrière aussi. C'est pas toujours évident de commencer correctement. Alors, ce studio en est la preuve. Une webcam peut suffire à faire pas mal de choses, en tout cas pour débuter. Par contre, en tout cas, en mon sens, une des choses qui est le plus importante commence par le son. Et là, c'est toujours un peu compliqué parce que si on regarde quelqu'un comme moi, je me suis fait piéger aussi par le fait d'acheter les micros à la mode, recommandés par des chaînes YouTube un peu débiles en fait. Mais pas que ça, hein. Je veux dire, au niveau du son, c'est déjà aussi un nouvel investissement. Au niveau lumière, alors on a l'avantage maintenant, c'est qu'il y a quand même pas mal de que ce soit au niveau des webcams qui ont un ring light intégré dessus de chez Razer. C'est ce que j'utilise moi. Ouais, donc, Voilà, mais qui reste quand même aussi assez limité en performance. Quand on voit un petit peu, ça coûte quand même pas mal d'argent si on veut réellement se lancer. Sérieusement, je veux dire, il y a quand même un gros investissement qui se fait derrière. Tout bêtement, si on regarde un petit peu le studio qui est ici, où j'ai la chance d'avoir pas mal de matos qui ne m'appartient pas, puisque ça appartient à l'association pour laquelle je travaille, j'en ai quand même pour à peu près 10 000 euros de matériel. Donc, que ce soit les lumières, les caméras, les micros, il n'y a pas que ce qu'il y a autour de nous, il y a encore plein de choses dans les armoires qui sont derrière moi parce que je peux faire les mêmes animations, les mêmes enregistrements mobiles aussi. Donc voilà, il y a le GH5 qui est là au-dessus. Tout ça, c'est quand même un lourd investissement qui rend les choses plus complexes aussi pour quelqu'un qui a envie de se lancer maintenant, je pense. Oui, là je dois être dans avoisiner les 2000 euros de matériel, quoi. Parce que j'ai quand même acheté l'ordinateur pour streamer aussi. Au début, je faisais avec mes vieux PC, mais faire tourner un jeu actuel, c'était pas possible sur la machine, tout en ayant l'encodage vidéo à faire derrière. Mais oui, ils font. Pour l'instant, c'est beaucoup de bricolage. J'ai pas du matos de fou, mais il y a quand même moyen de. En travaillant, en réglant, en passant, ça m'a pris des heures de réglage pour un résultat qui me satisfait même pas encore. Donc, pour moi, mon audio, pour l'instant, je la trouve encore lamentable. Donc, par rapport à ce que je vois sur d'autres streams, je peux m'estimer heureux. Mais c'est vrai que prochain investissement, ça va être un bon micro, genre celui que j'utilise, dans lequel je parle maintenant, avec un pied, parce que pour l'instant, j'ai pas de pied, c'est donc mon micro est posé juste
en bas de moi. Et voilà, donc je suis obligé de jouer avec des gains, des noise gates, des machins. Et au final, parfois, il y a des sons de ma voix qu'on n'entend pas, ou alors c'est trop fort, ou... Mais voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Mais je pense qu'il faut commencer... Si on fait du Twitch, il faut commencer par passion, pas se mettre en objectif je veux être streamer pro. C'est un endroit où c'est une concurrence extrêmement rude, et la plupart des gros streamers, leur activité principale, elle ne vient pas de Twitch, mais elle vient leur rentrée d'argent vient de YouTube. Et ils utilisent YouTube ou TikTok maintenant pour faire venir les gens sur Twitch. Sachant que quand quelqu'un me donne un sub, donc un sub c'est un abonnement de 4 € sur la chaîne, je touche 1,50 €. Donc il y a déjà les taxes, plus alors la part d'Amazon, qu'Amazon Pro qui est de 50%. Donc vivre de sub, à moins d'être amourante et de montrer... T'es pas du bon côté pour ça. Voilà, je suis pas du bon côté pour ça. Voilà. Et c'est vrai que celles qui gagnent le plus, ce sont des grosses streameuses qui généralement font des streamings dans des piscines ou. Oui, mais t'es pas trop dans le style hot tub non plus, donc. Voilà, mais j'ai pensé à un moment faire une parodie, aller chercher une piscine gonflable, mettre une caméra chez moi et faire une parodie de ça. Mais je pense que ça vexerait énormément de gens, et je suis quelqu'un qui est quand même assez gentil. Si ça vexe, je vais pas le faire. Donc, mais l'idée m'est déjà venue en tête plusieurs fois avec Greg avec son petit bid à bière. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais sur le micro, par exemple celui que tu as juste devant toi, donc le Shure MV7. Il existe une version, alors pas ceci parce que ce sont les MV7X, donc uniquement XLR, mais le Shure MV7 de base, il y a le moyen de le connecter en USB sans aller chercher par une carte son externe, et déjà rien que ça, en fait, ça te permettrait d'améliorer ta qualité son sans investir dans une carte son ou comme moi sur la Rodecaster Pro qui est ici. Donc voilà, je veux dire, les solutions son sont pas les plus chères. Alors si on prend du Shure, les micros, faut compter 200 balles pour les micros, les MV7, même un peu plus que ça. Ouais, mais je fais une étude de marché pour l'instant à mon aise, donc puis ça on verra au fur et à mesure. Je suis pas pressé. Je pense que j'ai rarement des plaintes sur la qualité du son dans mon streaming. Non, aussi. Je pense pas, non. De temps en temps, on me dit oui, le son du jeu est trop fort, donc là, je baisse, mais... Oui, là, ça vient pas du micro. Voilà, ça vient pas du micro, ça vient du jeu. Ça vient de la captation dans ces cas-là, donc... Oui, non. À côté de ça, on voit énormément de Twitchers qui sont dans leur casque, où on entend tous les bruits de respiration, et je trouve ça bien plus dérangeant que... ce que tu nous fais là au niveau son, c'est alors oui, on n'arrive pas sur un son studio, t'es pas dans un studio non plus, donc voilà, non, à ce niveau-là, c'est pas vraiment c'est pas le pire, loin de là. On a aussi la seule lumière, tu m'as dit que tu disais c'est la Razer, c'est ça? Ouais, la Razer Kiyo. Mais c'est pas là non plus, c'est pas dérangeant puisque au niveau Twitch par exemple, la manière dont tu le fais, c'est quand même une fenêtre assez restreinte pour ce qu'on voit, et comme tu streames du jeu vidéo, t'as pas besoin non plus d'avoir la caméra qui va te lancer du 4K directement. Déjà, le 4K n'aime pas trop ça, donc... Non, je vais peut-être pas parler de bitrate et de... voilà, oui. Mais voilà, donc Twitch limite énormément le flux vidéo, contrairement à YouTube, où YouTube, on peut avoir un bitrate, donc un flux vidéo presque illimité, on va dire. Et au contraire, YouTube encourage les gros flux vidéo pour la 4K. Twitch justement essaye de brider parce que c'est ça l'inverse. Et contrairement, c'est marrant parce que mon boulot, c'est justement on est encore beaucoup plus bridé que Twitch à mon travail. Donc c'est beaucoup de vidéoconférences, donc techniquement on n'a pas besoin d'avoir de la 4K avec 60 images par seconde, donc voilà, donc les images sont assez statiques. Alors, une deuxième stat qui est arrivée, dans laquelle on fait tous les deux parties, c'est-à-dire les 21 milliards d'heures de live vues par les utilisateurs Twitch. C'est monstrueux. Heures utilisateurs, le ratio est juste énorme en fait. Quelque part, la question vient à se poser de est-ce que Twitch, YouTube ne serait pas en train de prendre un peu la place de la télé ?
Ça l'est. C'est en train de l'apprendre. Bah, déjà, le public est jeune. Et puis quand on regarde, il y a eu des événements l'année dernière qui ont été faits par des streamers. Donc il y a eu un match de football. All Stars 11. Voilà, et un Grand Prix. Le GP Explorer de Squeezie. Voilà. Je suis désolé, mais moi, tout ce qui est sport, je suis le geek de base. Le sport, il connaît pas trop. Ça a été vu par des millions de vues, par des millions de personnes, et ça battait les audiences de TF1. Donc, je pense que c'est la télé du futur, parce que les gens, contrairement à une télévision, on reste assis dans son canapé où on ne fait que absorber. Ici, on est acteur. Donc, quelqu'un qui regarde un stream sur Twitch, ou ça peut être sur YouTube ou d'autres plateformes, mais donc en live streaming, les gens peuvent participer, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent chez moi, les gens peuvent mettre des sons, ils ont des points, on gagne des points de chaîne, donc ils peuvent me faire chanter pendant 5 minutes, des choses comme ça. Généralement, il y a des gens qui sont pas très contents quand ça arrive. Parce que j'ai une belle voix de casserole, mais non, je pense que justement, pour moi, c'est un peu le futur, parce que ici, ça va dans les deux sens. Donc, il y a de la communication qui se fait, tandis que la télé traditionnelle, on va pas se mentir, on a toujours envie de se poser devant sa télé et de regarder un bon film ou une série, mais ce n'est plus de l'absorption, c'est de la communication qui se fait, et beaucoup de gens aiment communiquer. Enfin, là, c'est le but de l'être humain. Justement, j'essaie de retrouver mes chiffres de l'année passée. Pour voir combien d'heures. Pendant que tu réfléchis, si on y ajoute le The Event, comme ça on a les 3 records de Twitch, surtout pour le Twitch francophone. Si on repart, on a un match de foot, un Grand Prix de Formule 4, un event caritatif, on arrive quand même sur du contenu qu'on peut retrouver à la télévision aussi. C'est là, en fait, le côté que je trouve surprenant, où on a une communauté jeune qui reproche à la télé d'être la télé et de nous sortir Joséphine Ange Gardien. Mais à côté de ça, on retrouve les mêmes codes aussi sur Twitch. Une fois qu'on sort du streaming jeux vidéo, bien que Marcus et Game One a commencé il y a 15 ans, mais en dehors de ça reste quand même le même genre de contenu, non? On transfère juste la plateforme, mais le contenu reste le même? Si tu fais du divertissement, de l'émission de télé, oui, on va retrouver du même contenu. Je l'ai vu, il y a même, par exemple, The Voice Twitch maintenant, donc... Oui, mais si on regarde l'émission Popcorn, par exemple, qui me fait beaucoup rire, mais au final, c'est plus proche d'un show télé que de quelqu'un qui stream de son côté. Oui, tout à fait, mais il y a l'accès, l'option interaction en plus. Dans des choses comme Popcorn, c'est quand même relativement limité, à part où ils sont en train quand ils demandent au chat d'intervenir, mais ça reste quand même anecdotique par rapport à la durée de l'émission. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que, et puis il faut arriver à suivre aussi, donc, quand on voit des gros streamers, le nombre de messages qui sont postés à la minute, c'est hallucinant. Je suis passé, il y a pas très longtemps pour regarder un stream de JDG et très sincèrement je sais pas comment il fait pour réussir à lire ces messages. En fait, à mon avis, il met juste en pause et en sélectionne quelques-uns pour y répondre, tellement le défilement est rapide. Et même pour des chaînes un peu plus petites comme Ici Japon encore, par exemple, s'il y a ne serait-ce qu'un dixième des personnes qui parlent à ce moment-là, c'est totalement illisible. C'est illisible. Oui, non, mais il y a l'avantage aussi, c'est que quand tu streams, tu peux mettre des codes couleurs dans ton chat, en tout cas sur OBS, que ce soit sur OBS ou sur le site web de Twitch. Donc déjà, par exemple, les abonnés peuvent être mis en avant, donc tu vas peut-être déjà faire plus attention aux abonnés ou des choses comme ça. Je sais pas comment ils gèrent. Franchement, des fois, quand j'ai déjà beaucoup de messages et que je dois gérer mon jeu, c'était lundi dernier, j'ai organisé un événement où donc j'avais des gens sur Discord en plus. Il y avait 10 personnes qui regardaient le streaming. Quand j'ai arrêté, j'étais lessivé. Donc, parce que en fait, on fait plusieurs métiers en même temps. Donc, on joue, on anime, on doit modérer. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé de l'aide. Donc. Alors justement, puisqu'on en parlait un petit peu des messages sur les chats,
Si on regarde le troisième chiffre, c'est quand même 48 milliards de messages envoyés aux Twitchers. Là, on est très clairement sur des statistiques qui vont attaquer les grosses chaînes où ça défile monstrueusement. Ça aussi, c'est assez énorme, 48 milliards de messages. Mais voilà, ici je viens de retrouver donc mes stats de l'année passée. Donc sur 6 mois de stream, j'ai eu 18 300 messages sur mon chat. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. 18 300, 1670 heures de visionnées, pour un total de 69 jours regardés. Voilà. Donc en sachant que voilà, je suis un petit streamer qui a plus de 100 followers. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent regarder, qui ne s'abonnent pas ou même qui ne participent pas dans le chat. Donc tout le monde fait comme il sent. Voilà. Donc et sur 124 streams. Vous savez que j'ai beaucoup streamé. Je suis très vite passé affilié aussi, donc sur Twitch, donc il y a 3 stades. Il y a le streamer de base qui commence, puis on peut passer affilié une fois qu'on a atteint un certain nombre de viewers et de participants, et alors là on peut commencer donc à monétiser son contenu, et puis après il y a le partenaire, et le partenaire, là je suis vraiment loin d'y arriver, je dois avoir 75 viewers de moyenne, 75 personnes qui partent dans le chat en même temps, voilà, sur un mois, donc c'est la moyenne sur un mois, donc un peu de travail. Voilà, encore beaucoup de travail, et pour au final avoir juste un petit V à côté de son nom pour dire voilà, je suis partenaire, parce que globalement un partenaire ne gagne pas plus d'argent qu'un affilié. C'était le cas avant, maintenant Twitch a fait un système communiste où tout le monde gagne la même chose. Mais oui, la seule chose c'est qu'on peut avoir des contrats publicitaires, chose qui ne m'intéresse absolument pas, donc j'ai pas envie que les gens viennent se faire spammer 4 minutes de pub par heure pour gagner 100 boules par mois, quoi. Ce qui est relativement dérangeant. Voilà. On arrive aussi sur un autre record qui est de 446 jours de stream consécutifs. Là, on part dans la télé-réalité pour ce genre de choses. C'est de la télé-réalité, vraiment, parce que... Je m'imagine assez mal, en fait, me mettre en scène H24 pendant plus d'1 an. Je crois que l'objectif de la personne, c'est 2 ans, si je me rappelle bien. C'est 730 jours, voilà. C'est ça, c'est 2 ans. Enfin, déjà, c'est une diffusion non-stop. J'ai toujours un peu de mal à m'imaginer que t'as des gens qui sont là, on continue en train de regarder ça, et puis, elle est pas enfermée pendant 2 ans, donc il y a quand même des moments où ça stream dans le vide. Ça stream dans le vide. Déjà, elle peut pas se filmer à la toilette. Déjà. Sous la douche. Déjà, elle enfreindrait les règles de Twitch, puisque la nudité est quand même interdite. Je crois que t'as besoin quand même d'avoir ta pause et ton intimité, mais c'est vrai que ça des subatons, déjà, faut avoir un mental ultra solide, quoi. T'es H24 derrière une caméra, t'as plus de vie, t'as plus de liberté, puisque c'est les viewers qui plus ou moins te contrôlent. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. On repart un peu réellement dans la télé-réalité, sauf qu'on part sur... déjà, on n'a pas un vase clos, puisque cette personne ne s'empêche pas de sortir de chez elle, je pense. Mais à côté de ça, il y a aussi tout ce côté voyeurisme qui doit intervenir quelque part. C'est un côté, je trouve, un peu malsain d'avoir un stream continu comme ça, juste regarder ce que les gens font. Après, pourquoi pas, je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer aller regarder quelqu'un qui va regarder la télé ou qui va cuisiner et qui au final a des interactions avec son audience assez faibles. Je dois avouer que j'ai pas été regardé. Je suis allé regarder un petit peu, mais je t'avoue qu'au bout de 10 minutes, j'en avais marre et que c'était plus pour ma culture générale qu'autre chose. Mais par contre, j'arrive à concevoir qu'il y a des gens que ça intéresse. Là, c'est pas une critique. Mais moi, à mon sens, j'ai pas envie de perdre du temps à faire ça. Ah non, c'est... Tu n'imagines pas Greg TV Greg TV, ok, je vais faire à manger, j'ouvre une boîte de conserve, j'avais dans le micro-ondes, salut, je reviens. Ça cuisine avec Greg, voilà. Non, franchement, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de mon intimité. Je suis quelqu'un déjà très timide, très pudique, donc je dois me lever de ma chaise de peur qu'on voit le bout de mon petit dos. Voilà, c'est coupé. Il y a un écran de pause. Non, ça, je m'imagine pas du tout faire. Donc, mais voilà, les gens qui le font, c'est tout à leur honneur. Je pense qu'il doit avoir c'est ce que moi je pense, c'est qu'il doit avoir vraiment un mental d'acier, parce que ça doit pas être évident.
J'avais regardé justement, c'est l'histoire du streaming. C'était un YouTuber, j'étais tombé sur la vidéo. Le premier streamer, c'était une émission de télé japonaise où en fait il commençait avec rien, il devait faire des concours. Ah oui, je me souviens de ça. Pour avoir à manger, et en fait il gagnait que les lots. Et un jour, voilà, le premier streaming, c'est donc le gars qui a gagné une PlayStation et qui jouait à la PlayStation. Donc c'était un mix de télé-réalité. Et enfin, quand tu voyais l'état du gars, ça avait peur pour lui, quoi. Même triste. Parce qu'il y a de quoi péter des plombs, franchement. Alors, dans les chiffres fous de Twitch, on en revient un petit peu sur leur chiffre d'affaires de l'année 2020, qui est quand même de 2,3 milliards de dollars. C'est fou aussi. Ouais. Et c'est 2020, donc on peut se dire que 2021 et 2022 ont rapporté encore un peu plus d'argent de ce côté-là à Amazon. Alors, sans être critique, à nouveau, on sait très bien qu'à partir du moment où on arrive sur des choses publiques, il suffit de voir ce que les médias traditionnels engrangent comme argent. C'est tout à fait logique qu'il y ait autant d'argent qui passe de ce côté-là. Mais ça reste fou de se dire que il y a quand même énormément d'argent qui ont été faits. Alors, c'est pas uniquement par les abonnements, parce que beaucoup s'imaginent que c'est ce que les abonnements leur ont rapporté. En fait, les abonnements ne rapportent pas tant que ça à Amazon et à Twitch. Ce qui rapporte c'est la pub, comme dans tout. Et forcément, vu les audiences qu'il y a d'à côté, comme on l'a vu avec les chiffres de départ, on peut se dire que, bah oui, il n'a pas fallu longtemps pour que la pub débarque. Et pour revenir un petit peu sur toute l'histoire des réseaux sociaux, ils ont tous fonctionné de la même manière. Si on reprend le plus gros d'entre eux, c'est-à-dire Facebook, on a commencé gentiment par ne rien avoir et Mark Zuckerberg qui piquait l'idée à ses copains de chambrée. Mmh. Et à se demander comment ils allaient monétiser un petit peu pour gagner de l'argent et que ça arrête de leur en coûter. Enfin, que leurs subventions étaient tombées, il fallait bien gagner leur vie. Ils sont arrivés à deux résultats. Est-ce qu'on rend Facebook payant ou est-ce qu'on y met de la pub? Mais au final, ce qui rapporte le plus, c'est d'y mettre de la pub. Oui. Et de le laisser gratuit, puisque tant que c'est gratuit, il y a des gens. Une fois qu'il faut payer... l'audience marque, et les publicités sont en plus très très ciblées. Ça, c'est pas un secret, donc c'est selon l'interaction. Et voilà, c'est toutes les données. C'est pour ça que Facebook, j'y suis très très peu, parce que toutes les interactions qui sont faites sur ce réseau social sont analysées et la publicité est affichée en conséquence, en sachant que maintenant les adblockers ne fonctionnent plus forcément très bien sur les réseaux sociaux. Et par exemple, l'application mobile, c'est une catastrophe, quoi. Je suis d'accord. Ceci dit, si tu prends YouTube avec Google, c'est pareil. YouTube sans adblocker, ou t'as un abonnement premium où tu vis l'enfer avec. Ouais, mais je le remarque sur mon PC de boulot où j'ai pas d'adblock. YouTube, je vais écouter une musique et parfois elle est interrompue en plein milieu. Donc. Alors ça, c'est l'effet pervers, c'est qu'on se dit que c'est YouTube qui déconne, mais non. Si t'as écouté la musique et que t'as une pub en plein milieu, c'est que la personne qui a mis la musique a mis la pub à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce n'est pas non plus que YouTube et Google derrière ça. Ouais. Il y a aussi le YouTuber derrière qui décide à quel moment apparaît la pub dans sa vidéo. On n'est jamais interrompu. C'est pas comme dans Twitch, en fait, où on peut te faire pop une pub n'importe quand. Sur YouTube, ça vient de la personne qui a uploadé la vidéo, qui décide à quel moment c'est coupé. Ah, mais en tant que streamer, je peux décider de lancer 30 secondes de pub, si j'ai envie. Oui, d'accord, mais si tu ne le fais pas pour ceux qui streament en continu pendant 3 ou 4 heures, c'est assez random, ouais. T'as le côté random. Ça m'est déjà arrivé au bout de 2 minutes d'avoir une pub qui se lance. Là, ça m'a saoulé, je suis parti. Donc. Moi, justement, j'ai essayé de couper ça. Donc, je pense que j'ai mis des pubs pré-live. Donc, quand les gens arrivent, ils ont peut-être une pub, mais je pense que j'ai carrément désactivé le machin parce que ça fonctionne pas très bien et. Voilà, j'ai 20 spectateurs, je gagne 1 centime. Donc ça vaut pas l'intérêt. Par contre, j'ai trouvé un partenaire, c'est une régie publicitaire externe à Twitch qui ne fait pas de publicité intrusive et je choisis moi-même les campagnes de pub. Et par contre, là, ça me rapporte, je gagne 1 centime sur Twitch et j'en gagne 15 centimes avec une Streamly, quoi. Mais voilà, mais au moins en plus, je choisis moi-même
des choses qui sont en rapport avec mes valeurs. Donc généralement, s'il y a une pub, c'est pour un jeu vidéo, quoi. Donc voilà. Et enfin, dans les chiffres fous, c'est quand même bon de rappeler qu'en 2014, Amazon a racheté Twitch 970 millions de dollars. Et c'est-à-dire que sur l'année 2020, ils ont déjà remboursé leur investissement 2 fois. Et voilà pour les chiffres fous de Twitch. Maintenant, passons à un sujet beaucoup plus compliqué et un peu plus sérieux, le droit à l'image pour les enfants. Alors, quel sujet compliqué que le droit à l'image chez les enfants. Revenons un peu sur les règles, sur ce que ça implique pour toi, Greg, qui est papa. Alors Greg, dis-moi, est-ce que j'ai le droit de mettre une photo de ton fils sur Internet ? Non. Alors je vais expliquer un peu pourquoi. Pour la simple et bonne raison déjà que mon fils a son propre droit à l'image. J'écris des bouquins, je suis visible sur Internet, je suis facilement trouvable. Lui a sa vie privée, j'ai ma vie privée. J'ai pas envie que n'importe qui puisse déjà voir des photos de mon fils. Sur Internet, les rares photos qu'on voit sont décidées par sa maman et par moi-même de commun accord et avec son accord aussi. Donc je demande si, par exemple, il a fêté ses 10 ans, là oui, il y a eu une photo sur Instagram pour ses 10 ans. Mais tout le monde a donné son consentement pour la photo et la famille n'a pas le droit de poster des photos de mon fils sans notre accord. Parce que on tape mon nom sur Internet, Greg TV, avec un peu de recherche, on voit que j'ai écrit des bouquins. Mes bouquins ont été écrits sur mon nom propre et pas mon pseudo d'Internet. Donc on s'est vite retrouvés, donc on s'est vite voir un peu plus ma vie intime et c'est un problème, je pense, de personnage un peu public, un peu privé. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est je veux protéger ma famille et voilà. Et puis il y a la loi aussi qui dit que il faut le consentement des parents pour poster des photos. Donc ça, Laurent, t'auras plus de poids puisque tu t'es dans l'éducatif et justement pour tout ce qui est le harcèlement et autres. Et puis il y a le RGPD qui rentre en compte, il y a plein de choses, voilà. Donc ça, je vais te laisser tout ce qui est plus technique, plus ces détails-là. Mais avant de rentrer dans la technique, maintenant, je vais encore te poser la question qui fâche, mais est-ce que ton fils peut poster une photo de lui sur Internet tout seul comme un grand ? Non. Pour la simple bonne raison déjà qu'il n'a pas accès aux outils. Et je pense que légalement, il peut pas. Non. Très clairement pas, donc non. Alors, pourquoi on en est à discuter de ça ? Comme tu l'as dit, on a un gros problème chez les jeunes pour l'instant de respect de droit à l'image, et encore pire que chez les jeunes, on a un gros problème avec les parents. Oui. Ils travaillent essentiellement dans tout ce qui est éducation aux médias et prévention au harcèlement scolaire et cyberharcèlement. J'ai souvent, comme tout à l'heure, des parents qui m'appellent pour des problèmes avec leurs enfants, et notamment... Un des appels qui revient le plus souvent, c'est on a posté des photos de ma fille sur Internet, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est un débat super compliqué en fait, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que c'est vrai que si on prend des réseaux sociaux un peu éthiques, alors un peu, mais en tout cas sur le sujet du droit à l'image, tel que Facebook, sur le droit à l'image, le reste de Facebook n'est pas éthique, mais à ce niveau-là, alors Facebook, il suffit de demander de supprimer la photo, ça va relativement vite, ils le font. Si on tombe sur des réseaux qui n'en ont rien à battre du genre Snapchat, avant que ça ne bouge, la fille aura eu 1 ou 2 anniversaires de plus. Donc là, on tombe sur des grosses problématiques. Des jeunes, en fait, se retrouvent très très vite postés sur Internet, souvent avec des photos qui peuvent être problématiques, alors sans rentrer dans le caractère glauque et la pornographie, mais ne serait-ce que des photos en sous-vêtements, des photos en maillot, des photos, on prend en photo sous la jupe des filles. C'est quelque chose qui marche très très bien. Ce qui m'est arrivé il y a pas très longtemps dans une école, et là c'est les filles elles-mêmes qui se prenaient en photo dans le vestiaire de gym pendant qu'elles se changeaient, et ça s'est retrouvé sur Internet. Et oui, c'est le genre de choses qui pose de gros problèmes. Alors, le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, gère le droit à l'image chez les enfants. Et il y a quand même une règle qui est certaine, c'est que jusqu'à l'âge de 14 ans pour la Belgique, et malheureusement ça change d'un pays à l'autre, donc je pense qu'en France c'est 13 ans, ce sont les parents ou les tuteurs légaux qui en ont le droit. Et là on arrive sur la première colle, si dans le cadre de parents séparés ou divorcés, à qui appartient le droit à l'image ?
Est-ce que, par exemple, tu pourrais poster une photo de ton fils sans demander l'avis à sa maman? Écoute, c'est une bonne question, je ne saurais pas te répondre, pour la simple et bonne raison que pour ça, sa maman et moi, on est sur la même longueur d'onde. Donc on ne s'est jamais posé la question. Donc on demande systématiquement à l'un ou l'autre l'accord des deux. Alors, justement, là, on arrive sur le fait que dans un cadre familial et privé, il n'y a pas besoin de l'accord des deux. Par contre, pour tout ce qui est posté sur Internet et posté en mode public, chacun des parents a le même droit à l'image. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord, s'il y en a un des deux qui dit non, eh bien c'est le non qui prévaut. Et une chose aussi que les gens oublient, et ça moi je le vois au niveau du stade associatif, c'est que c'est valable aussi pour l'envoi sur Internet en privé. C'est ce qui nous arrive souvent, par exemple, quand j'organise des stages où on a les parents qui nous disent non, interdiction de faire des photos de mon fils ou de les poster sur Internet, ok, mais vous pouvez me les envoyer en privé sur WhatsApp. Oui, mais c'est non, justement, c'est sur Internet. Si vous me dites non sur Internet, WhatsApp est un réseau social, c'est non. Ouais. Et c'est un long débat que j'ai déjà eu avec beaucoup de parents. J'ai essayé de leur expliquer qu'en fait, peu importe que ce soit en public ou en privé, à partir du moment où ils disent non sur Internet, c'est non sur Internet. Peu importe la manière. Ouais. Et là aussi, on a des problèmes, par exemple, avec les écoles, où les parents, en fait, ne veulent pas, à part pour les photos de groupe, puisque là, de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à dire, ou on va dire que c'est du côté privé, avec des classes dojo, ou des espaces qui sont complètement cachés derrière des mots de passe. Alors, en théorie, on va pas les embêter, et même là derrière, c'est non sur Internet. Ouais. Pas de classe liée ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Que ce soit un réseau social privé, comme Classe Dojo, qui est lié à la classe, ou sur Facebook en mode public, il n'y a pas de différence en fait. Là-dessus, on ne peut pas commencer à changer la loi à chaque fois qu'un nouveau réseau social sort, sinon elle change tous les 2 jours. Ouais. Et donc voilà, mais c'est quelque chose qui est très compliqué à faire comprendre aux gens, que ce n'est pas non plus à la carte. À côté de ça, dans le cadre des écoles et des activités pour jeunes, beaucoup de parents nous disent « Oui, mais nous on en a marre de remplir ce formulaire, on donne les mêmes réponses à chaque fois. » Mais il faut savoir que là, à ce niveau-là, c'est la loi aussi. Une loi que la plupart des écoles ne respectent pas, c'est que c'est pas un formulaire en début d'année, en fait. C'est normalement un formulaire à chaque activité différente. Ouais. Ce qui est super lourd. C'est super lourd et en fait moi dans le cadre de mon travail par exemple, on a les privacy statements, donc pour chaque session en fait il y a un privacy statement qui indique que si tu ne veux pas être diffusé, si ne pas apparaître donc dans les streamings, vous ne rentrez pas dans la salle. Et donc pour chaque session, ils doivent avoir au moins lu et donné leur accord, quoi. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, puisque normalement ils n'ont pas le droit de le faire non plus, puisque le RGPD a comme prérogative le fait de refuser l'utilisation des données personnelles ne peut pas empêcher le fait de profiter du service. En gros, quelque chose qui est complètement illégal pour l'instant, c'est quand tu t'inscris sur un réseau social, ils te demandent s'ils peuvent utiliser les données. Si tu réponds oui, pas de problème, tu y vas. Si tu y réponds non, ils te jettent. Ils n'ont pas le droit. C'est illégal. Tu devrais pouvoir avoir accès au service. Et donc, dans ton travail, mais c'est exactement on est exactement dans le même cas de figure, on te dit, tu ne rentres pas. Eh ben non, normalement, si on suit le RGPD à la lettre à nouveau, c'est pas normal. Après, on tombe dans le même genre de travers. Ici, les vacances, moi j'organise un stage d'éducation média audiovisuelle où je dois faire signer aux parents l'accord comme quoi les enfants vont être filmés, pris en photo. S'ils me disent non, en fait, je devrais les accepter. Sauf que s'ils me disent non, en fait, j'ai pas de stage à proposer à leur enfant. Bah oui. Puisque c'est un stage audiovisuel. Oui, si c'est dans le cadre de mon travail, c'est pareil. Tu dis non, vu que c'est une diffusion en direct, tu sais pas faire autrement. Donc, Et donc, c'est là que l'autorité pour la protection des données joue un rôle de tampon, en fait, en voyant si une plainte est recevable ou pas. Et très clairement, dans le cas que tu nous donnes, ou dans le cas que moi je viens de citer, c'est pas recevable. Puisque, de toute façon, l'activité même de base est liée à la prise d'image. Pour les réseaux sociaux, en fait, le débat est toujours en cours. On n'a pas eu vraiment de statut qui a été fait, mais les réseaux sociaux se défendent à juste titre que leur business model fonctionne sur le fait d'envoyer de la pub ciblée et donc l'utilisation des données personnelles. Et donc, s'ils ne peuvent plus le faire... Leur business model s'écroule. Voilà. Ouais. Et aller dire à ces géants changer de business model, c'est un peu rêvé. Hein, ça n'arrivera jamais. Alors,
il y a quand même une petite victoire européenne où, à la base, pour revenir sur Facebook, l'interdiction d'envoyer ses données personnelles en dehors de l'Europe. Parce qu'à la base, c'est ce qui se faisait. Les serveurs se trouvant aux États-Unis, ils les envoyaient là-bas. Ça, c'est interdit. Pour contrecarrer ça, ils ont monté les data centers en Irlande. Google, c'est en Belgique. À Mons. À Mons, à Saint-Guilain, voilà. Mais il y a plein comme ça. Mais ils contournent ça. La seule chose que ça fait, c'est que ces données vont transiter par des data centers qui se trouvent en Europe. Et après, derrière ça, il n'y a plus personne qui vérifie puisqu'on arrive dans le cadre du secret. TikTok continue à être géré en Chine. Mais c'est vraiment problématique. Alors, pour revenir aux enfants, à ton avis, l'âge à laquelle l'enfant peut décider lui-même de... Bon, la loi dit, tu l'as dit tantôt, 14 ans. Donc moi, j'aurais pensé que vers 13 ans, parce que en fait, comme tous les règlements COPPA, quand on inscrit, on crée un compte sur des forums, ou les fameux forums PHPBB à l'époque, t'avais ça. Si l'enfant a 13 ans, il faut l'accord des parents. Donc moi, c'est ce que je pensais. Enfin, c'est un débat que j'ai pas encore eu avec sa maman, parce que bon, on a encore un peu le temps, je veux dire, mais moi j'aurais pensé 13 ans. Donc enfin, je suis assez effaré de voir des enfants de l'âge de mon fils avoir des smartphones, des comptes Facebook, voilà. Et le problème, un des gros problèmes, c'est l'éducation des parents derrière qui ne se renseignent pas assez sur les dangers des réseaux, ou même, je regarde, j'ai un compte TikTok, à la base, je l'ai fait par curiosité parce que je m'intéresse à tous les réseaux sociaux et leurs impacts. Mais dans mes contacts, même des personnes qui bien éduquées font des vidéos de leur enfant pour monter leur compteur de vues, quoi. Et ça, l'utilisation de l'image de l'enfant pour ça me scandalise. Et ouais, j'ai pas d'autres mots à part vraiment scandaliser. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu nous dis, déjà une question: est-ce que tu sais, un enfant à l'âge de raison, combien de photos il y a de lui qui traînent sur Internet en moyenne? Alors, c'est une moyenne qui a été faite au Royaume-Uni, mais c'est un peu valable pour tout j'imagine que ça doit être énorme. Eh bien, on tourne à environ 1200 photos. Ouais, mais je suis pas étonné. Ouais. Et pire que ça, toute une série de ces gens, de ces enfants, en fait, ont déjà des photos d'eux qui traînent sur Internet avant leur naissance. Bah oui, puisqu'il y a des échographies qui sont déjà faites. Ouais. Et donc ça, c'est assez effarant puisque on tombe sur des photos d'enfants qu'on essaye de protéger à tout prix. Là, comme tu le dis, on est sur un problème d'éducation et problème de réalité par rapport au danger. Déjà, de l'utilisation des données en règle générale. Moi, quand j'essaie de parler de protection des données à des parents, la plupart d'entre eux, ce qu'ils me répondent, c'est: j'ai rien à cacher, je m'en fous. C'est pas là que ça se joue, en fait. C'est pas une question de secret défense ou de choses à cacher. C'est qu'est-ce qu'on va en faire et surtout de la manière dont on va gagner de l'argent avec. Alors, est-ce que tout le monde a de la valeur au niveau des réseaux sociaux? La réponse est très clairement oui. Est-ce que les géants des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Google, vont aller vendre vos données personnelles à des sociétés? Non, ils ne le font pas. Et ils ne vont jamais le faire. Ça leur rapporte tellement d'argent, le fait de les exploiter eux-mêmes, mais pour faire de la pub ciblée, et Facebook est la démonstration du fait que ça fonctionne très très bien, qu'ils vont pas aller les vendre à quelqu'un d'autre et encore moins à la concurrence. Contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, c'est surtout les publicitaires qui viennent les trouver en disant: dites... Est-ce qu'on peut utiliser votre service? Et c'est ça. Voilà. Et c'est comme ça que le réseau social fait son beurre. Mais... J'ai une autre question. Est-ce que tu sais d'où vient cet âge de 13 ans, comme ça, qu'il était pondu comme ça? On a dit que c'était 13 ans ou... Ça, je sais pas. Eh bien, ça vient de la loi américaine, en fait, qui interdit à un enfant de moins de 13 ans de posséder un compte en ligne. Alors, je parle pas de compte en banque, je parle juste de créer un compte sur un réseau social ou n'importe quoi. Et en fait, aux États-Unis, depuis très très longtemps, l'âge pour créer un compte, que ce soit un compte mail, un compte sur un réseau social, un forum à l'époque, c'est 13 ans. Et donc, c'est de là que viennent ces 13 ans. C'est pour ça que les réseaux sociaux, en fait, demandent quel âge on a et si on a minimum 13 ans. Le RGPD est arrivé beaucoup trop tard pour ça. Ouais. En 2018, ça faisait déjà plus de 10 ans que ça existait aux États-Unis. Oui, parce que déjà, je pense, début 2000, on avait déjà ce fameux formulaire COPPA. Et donc, voilà, on n'a jamais fait que, pour ça, copier ce qui existait déjà. Alors, pourquoi on l'a fait comme ça et qu'on n'a pas, que l'Europe n'a pas décidé de faire sa version européenne des choses? C'est par pure fainéantise.
De la même manière que par pure fainéantise, en fait, ils n'exigent pas que les réseaux sociaux vérifient l'âge des gens qui s'y inscrivent. Pourtant, et encore plus ici en Belgique, ce serait tellement facile de le faire. Oui. Ne serait-ce que par l'ID, donc la carte d'identité, avec un lecteur de carte d'identité. On pourrait vérifier très facilement, au moment de l'inscription, qu'on a l'âge requis pour s'y inscrire. Mais là, on est face à un problème où on essaye d'un côté de protéger les enfants, qu'on a les mêmes personnes, c'est-à-dire souvent les parents qui ne se rendent pas compte à quel point leur pratique d'Internet met aussi en danger leurs enfants. Et d'un autre point de vue, où, sans aller chercher dans les choses glauques, on ne parle pas de personnes qui veulent faire de l'exploitation sexuelle ici, mais juste se rendre compte que le business model qui est fait derrière les réseaux sociaux exploite aussi les données personnelles et donc celles des enfants qui vont avec. Et une chose qui était très drôle, mais malheureusement Facebook a arrêté cette fonctionnalité. Mais avant, quand on faisait un compte Facebook, Facebook proposait une photo en demandant est-ce que c'était bien vous. Eh bien, il faut savoir que dans 9 cas sur 10, c'était bien une photo de nous qui proposait. Facebook fait du profilage fantôme, en fait. Oui. Donc, ça, je l'ai expliqué pas mal dans les formations sur la protection de la vie privée que j'ai donné il y a quelques années. Donc, j'ai ce qu'on appelait des crypto-parties où j'expliquais justement ces problématiques-là. Et donc, il y a un profilage fantôme qui se fait, que ce soit par les cookies ou même par l'identification des autres utilisateurs sur les photos. À l'époque, où ils l'ont supprimé la fonction. Mais, enfin voilà, par exemple, au début, on avait, par exemple, en 2009-2010, on était tous arrivés sur Facebook, on était contents. On mettait une photo de classe et on retrouvait ses copains, et les gens qui étaient pas sur Facebook, on mettait quand même leur nom. Donc d'office, Facebook enregistrait toutes ces données-là et créait des comptes fantômes pour ces utilisateurs-là. Mais enfin voilà, je suis content qu'ils ont enlevé l'identification, cette fameuse identification, en cliquant sur, on pouvait cliquer vraiment sur une partie de la photo pour dire c'est cette personne-là. Ça n'existe plus, heureusement. Mais et alors, ce qui est marrant, c'est parce que mon ex-compagne a une sœur jumelle, et l'algorithme, là, il avait du mal quand même. Mais à côté de ça, il fallait reconnaître aussi que l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook était un des plus puissants du monde. Ah, oui. Le profilage fantôme, par contre, existe toujours. Oui, il existe toujours. Mais il faut savoir que pour vous tracer et pour vous dire que ce profil fantôme de n'importe qui existe toujours, il suffit de passer sur une page internet, peu importe laquelle, où il y a le bouton partage sur Facebook ou le bouton like, et il n'y a même pas besoin d'appuyer dessus pour que Facebook sache qui l'a fait, de quel ordinateur ça vient, de quel pays, si le compte de l'ordinateur n'est pas un compte privé, il peut savoir qui est le détenteur de l'ordinateur. Tout ça est déjà fait, et donc toutes ces données existent déjà. C'est juste qu'ils ne le proposent plus à la création du compte. Mais c'est pour ça que, enfin, moi, je demande toujours aux gens d'utiliser des outils comme Ghostery ou autres qui justement vont bloquer les cookies et autres, et l'identification, il y a pour bloquer justement tous les JavaScript qui sont aussi derrière ces boutons. Mais bon, ça c'était un projet que j'ai sur Twitch justement, c'est de faire ce genre de vidéo, de comment installer les outils. Alors on ne va pas te parasiter ton ton business model. J'ai pas de business model. Le but c'est de partager mes connaissances et pas de faire du fric. Et il y a un point aussi quand tu discutais qui m'est revenu en tête, c'est il y a quelques années, il y a un célèbre quotidien en Belgique, je ne vais pas citer son nom, il y a eu des faits divers, même plusieurs fois, où en fait les photos qui apparaissaient dans la presse étaient en fait les photos que les gens mettaient en public sur Facebook. Donc faites vraiment bien attention quand vous postez des photos de vos enfants, parce que voilà, il y a pas que le réseau social, il y a parfois un journaliste fainéant qui va aller piquer vos photos juste pour identifier, pour illustrer son article. Voilà. Donc toujours faire attention à l'image que vous mettez de vous en ligne. Si vous voulez que tout ce que vous mettez sur Internet, vous le considérez comme public et pas comme privé. Moi, c'est le motif, c'est le motto chez moi, en fait. Pour revenir un petit peu sur les photos des enfants aussi, est-ce que un enfant peut demander à ce qu'on supprime une photo de lui bêtement, même si les parents ont donné l'autorisation? Pour moi, je dirais oui, parce que c'est son droit à l'image à lui. Exactement. En fait,
Il faut savoir que l'enfant, donc avant l'âge de raison, qui est de 14 ans pour la Belgique, garde quand même son droit à l'image. La seule chose qu'il ne peut pas faire, en fait, c'est le donner. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de répondre oui. Mais dire non sans l'accord de ses parents, c'est dans son droit et personne ne peut aller contre. Et ça aussi, c'est un gros problème que j'ai souvent avec les enseignants ou avec les éducateurs qui se fâchent et qui commencent à disputer l'enfant, qui refuse d'être pris en photo. Mais c'est son droit. Et d'ailleurs, souvent après mon passage en classe, ils sont aussi très fâchés après moi puisque je viens d'apprendre aux enfants qu'ils avaient le droit de dire non. Et ça ne plaît pas tout le temps. Mais pourtant, ça reste son droit. Et c'est un droit inaliénable, c'est-à-dire que même les parents n'ont pas le droit d'outrepasser ce droit. Quand on a des parents qui sont en train de filmer le spectacle de leurs enfants. Et si on tombe sur quelqu'un qui ne veut absolument pas qu'on... Mais donc, là, ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que déjà, il faut faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux en règle générale, mais aussi que chaque individu, adulte ou enfant, reste le propriétaire de son propre droit à l'image et qu'on ne peut pas aller contre. Je le répète, un enfant a le droit de dire non. Et c'est un droit qui est totalement sain. Il n'a juste pas le droit de dire oui avant l'âge de 14 ans. Voilà. Avant 14 ans, il doit demander l'autorisation à ses parents. Et comme je répète souvent à mes jeunes, après 14 ans, si les parents disent non, il vaut peut-être mieux les écouter aussi, c'est quand même chez eux que vous vivez. Si vous n'avez pas envie de vous faire punir, c'est peut-être intelligent de les écouter une fois de temps en temps. Et donc voilà. Je pense que tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, voilà. Je vais juste répéter une chose que j'ai dit tantôt, c'est toujours garder en tête que tout ce que vous mettez sur Internet est public. Même si vous le mettez en privé, ça reste public. Et la donnée ne vous appartient techniquement plus. Elle appartient au réseau social que vous la postez, ou sur lequel vous le postez. Et c'est vraiment quelque chose que je redis encore et encore, parce que voilà, si c'est gratuit, vous êtes le produit. Voilà. Donc pour Facebook, vous êtes donc le produit en fait que Facebook vend à ses annonceurs publicitaires. Donc toujours gardez ça en tête. Tout ce que vous mettez en ligne ne vous appartient plus. Voilà. Je terminerai juste avec ça. Alors, une dernière chose maintenant, avant d'en terminer. Déjà, merci d'être venu et d'avoir participé à ça. Où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet qui est l'entredugreg.be, antredugreg.be, voilà. Ou alors sur Twitch sur Greg_TV, TIVI, voilà. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. À bientôt.